Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. La psychologie, elle s'intéresse au moi. Elle nous apprend à vivre dans les limites de l'ego pour ne pas en devenir esclave, et elle nous apprend très bien à vivre confortablement dans les limites de la conscience individuelle, ce que j'appelle le moi. La spiritualité, elle va aller vers les dimensions plus larges. C'est un appel d'aller au-delà des besoins de l'ego. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre et merci d'être avec nous pour accueillir mon invité. Je voudrais commencer par une phrase qui est tirée d'ailleurs de son ouvrage qui dit ceci: si on s'identifie exclusivement à la matière en négligeant la dimension spirituelle, eh bien tout cela peut donner naissance à une souffrance profonde, même si les approches psychothérapeutiques fournissent des clés pour l'épanouissement personnel. Elles semblent parfois insuffisantes pour maintenir une harmonie durable, se concentrant principalement sur la dimension psycho-émotionnelle de l'être. Voilà une approche très intéressante, c'est écrit dans le dernier ouvrage d'Olga Alexandrova que je reçois aujourd'hui pour cette rencontre. Olga, bonjour. Bonjour Marc et merci pour cette invitation. Merci infiniment, je suis ravi que vous soyez là. Je fais juste une petite parenthèse très rapide. Vous saviez que vous aviez une personne avec le même nom et le même prénom que vous? Vous aviez une homonyme? Tout à fait. Et qui est joueuse d'échecs? Alors, si... Espagnole? Ukrainienne. Ah, parce que moi j'ai cette demoiselle-là. Alors, elle est ukrainienne, mais si vous faites bien des recherches, Olga Alexandrova, c'est un prénom et un nom de famille qui sont extrêmement courants en Russie. J'imagine. Donc, elle n'est pas la seule, bon, voilà. Et je ne suis pas la seule. Mais vous n'êtes pas la seule, mais elle n'a pas votre talent. Donc, je suis très très content que vous soyez là. Vous êtes thérapeute holistique et on va voir notamment ce que vous préconisez au travers de votre tout nouvel ouvrage qui s'appelle Le guide de la santé psycho-émotionnelle. Psychospirituel, et au moment où je dis émotionnel, je dis oh. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, évidemment, Courrier du Livre avec nos amis de chez Très Daniel. Olga, il y a une préface d'un monsieur qu'on aime beaucoup ici, et qui a signé votre livre, qui s'appelle Luc Bodin. Pourquoi ? Parce que cette photo, je ne sais pas comment vous l'avez trouvée, mais c'est la photo de la formation que j'ai fait avec Luc il y a des années. Et il m'a enseigné les soins énergétiques. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est rencontrés et j'adhère à sa vision du monde. On a vraiment des approches assez complémentaires parce que lui, il va regarder une vision très large, il va balayer beaucoup de sujets de manière importante et moi je vais aller en profondeur, aller chercher vraiment le détail du détail du détail. Et quand j'ai présenté le guide de la santé psychospirituelle à Luc, il a tout de suite accepté d'en faire la préface. Il a dit que c'est des messages qui résonnent profondément en lui. Absolument. Et vous allez voir que... Parce que c'est un guide et ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du théorique. C'est une boussole qui va orienter la personne dans son cheminement en autonomie. Ça veut dire que le guide, il propose des outils pratico-pratiques pour débloquer ses croyances limitantes, libérer les émotions, de mieux se connaître. Donc j'ai vraiment voulu autonomiser le lecteur à travers ce guide. Comment choisir, comment travailler avec votre pierre d'ancrage? Saviez-vous que votre voix cache un pouvoir extraordinaire? Et si un message du ciel pouvait vous redonner le sourire, dénouer une situation ou tout simplement vous remettre sur le chemin de votre vie? Saviez-vous que chacun d'entre nous possède un animal de pouvoir, un guide spirituel qui peut nous accompagner tout au long de notre vie? Dans notre atelier, vous allez vivre avec nous une immersion sonore, ressentir, vibrer en connexion avec votre voix. Et pour cela, il nous faut des outils vibratoires puissants, les baumes sonores. Je vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel, le 24 et le 25 mai à Nancy. Aux ateliers d'ABC Talk, corps, âme, esprit, avec Marc Leval et toute son équipe. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pensez bien à prendre vos billets sur abctalk.fr. Et à très bientôt. Il
Alors, il y a des thématiques et des angles, on ne pourra pas tous les aborder, bien sûr, mais il y en a sur lesquels j'aimerais vraiment vous entendre, parce qu'il y a des choses très intéressantes quand on parle de l'ego, quand on parle du fameux lâcher-prise. Ça, c'est des choses qu'on entend en permanence. Et en particulier ici, je serais curieux de connaître votre définition et comment, justement, ne pas être en permanence dans cet ego et comment être dans ce lâcher-prise. Juste un mot, tiens, d'ailleurs, sur le lâcher-prise. Une personne m'a dit un jour, je n'aime pas cette expression du lâcher-prise. Moi, j'utilise plutôt lâcher du lest. Comme vous voulez. Quelle est votre définition du lâcher-prise? Le lâcher-prise, c'est un processus de cessation de s'identifier à quelque chose. En fait, c'est par le renoncement à l'attachement qu'il arrive, et il signifie se détacher du désir de maîtriser quelque chose. C'est-à-dire qu'on s'agrippe à un scénario qu'on ne veut pas arriver dans sa vie, et le lâcher-prise signifie vraiment se détacher de ce désir de le maîtriser. Le lâcher-prise, il va vraiment de pair avec les lois fondamentales de la vie, l'impermanence, l'inconnu, l'incertitude, l'imprévisible, et il nous invite à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Et vous n'aimez pas cette expression du lâcher-prise? Si, j'aime bien lâcher prise, lâcher du lest, laisser aller. On peut lui donner les définitions qu'on veut tant que on s'accorde sur sa vraie finalité. Tout à l'heure, vous avez dit que on comprend pas ce que c'est le lâcher prise. Personne va lâcher prise si on comprend pas sa finalité. Pourquoi j'irais lâcher prise si je suis perdante à la sortie de cette démarche? Il faut que mon ego puisse avoir une raison valable et un bénéfice réel à l'issue de ce lâcher prise. Sinon, je comprends très bien les personnes qui se sentent presque humiliées quand on leur propose de lâcher prise. Exactement. Lâche prise, c'est une injonction qui marche pas. Absolument. Mais non seulement ça, et puis au-delà du fait d'entendre le mot lâcher prise, c'est de se dire d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Dans la pratique, comment lâche-t-on prise? Alors il y a une personne qui m'a dit, moi je préfère lâcher du lest parce que, même si ça revient au même, c'est moins effrayant. De lâcher du lest, ça veut dire qu'on enlève par petites doses et on se libère de certaines choses par petites doses, plutôt que de lâcher prise où véritablement il y a une connotation du « je tombe ». Il y a 4 raisons pour lesquelles on confond le lâcher prise. C'est-à-dire, pourquoi c'est si difficile? Pas pourquoi on le confond, mais déjà, la première raison pourquoi c'est difficile, parce qu'on ne comprend pas sa finalité. On va le confondre avec le laisser-faire, oublier, cautionner les actes d'autrui, subir, se soumettre, accepter l'inacceptable. Tout ça, ce n'est pas le lâcher-prise. Donc déjà, première difficulté, la définition n'est pas très claire dans l'esprit commun. Quelle est la vôtre? Se détacher du désir de maîtriser. C'est-à-dire que c'est... cesser de vouloir contrôler ce qui est finalement, d'accueillir ce qui est et pas ce que je voudrais qu'il soit, mais reste à savoir que dans le lâcher-prise, il y a l'action de la non-action. Lâcher-prise, c'est un verbe, ça nous invite à passer à une action. Laquelle? Ne rien faire de manière très active. Écoutez bien ce... Alors déjà, rien que ça. Rien que ça, c'est être actif, ne rien faire. Être passif. Imaginez que je me prépare à me lever pour m'installer sur le fauteuil en face. Ouais. Et à l'intérieur, je vais produire une action d'être active à ne rien faire. C'est-à-dire, j'accepte que je ne fasse absolument rien et que je ne contrôle pas ce processus. Le lâcher-prise arrive. Donc déjà, le verbe, on le comprend mal, mais en plus, avant de lâcher prise, faut-il encore s'accorder sur quoi je vais appliquer le lâcher prise, à quel scénario je m'accroche. Et sur les scénarios sur lesquels on s'accroche, on a beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension, parce qu'on va lâcher prise sur une chose, alors que ce qui nous ferait du bien, c'est de lâcher prise sur autre chose. Vous voulez un exemple? Bien sûr. C'est toujours, la preuve par l'exemple est toujours quelque chose d'absolument essentiel dans la compréhension générale. Alors, prenons une femme qui a peur de se faire abandonner par son mari. Elle a fait du développement personnel, qu'elle se dit, je pourrais lâcher prise sur cette peur de l'abandon. Mais si on regarde en profondeur, en quoi l'abandon est si douloureux? L'abandon est douloureux parce que il se pose sur les fondations de la croyance sans l'autre. Je ne peux pas me donner par moi-même ce dont j'ai besoin. Sans l'autre, je ne me sens pas complète. Sans l'autre, j'existe pas. Sans l'autre, je ne peux pas me sentir en sécurité. Donc cette femme,
elle pourrait lâcher prise sur cette structure-là. Au lieu de tuer les mouches une à une, lâcher prise sur la peur d'être abandonnée par son mari, parce qu'il y a aussi son chat pour lequel elle s'inquiète, il y a aussi ses enfants, etc. Et c'est vraiment, on manque de cette éducation émotionnelle sur la nature de nos attachements. Si on savait qu'il nous ferait du bien de lâcher prise sur la structure qui a amené le problème, on serait beaucoup moins dans le lâcher prise en surface. Je peux continuer à... Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs étages dans le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il y a un lâcher-prise complet et un lâcher-prise moins complet. Les deux lâcher-prise sur l'abandon de se laisser tomber par son mari, ça fonctionnera. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, cette expression métaphorique, tuer les mouches une à une, c'est une expression gentille. Hein. C'est je vais lâcher prise, mais dans 10 secondes, je peux lâcher prise sur autre chose et puis sur autre chose. Oui. Alors que ce qui me ferait peut-être du bien, c'est d'aller réellement revisiter la structure qui a amené le problème. Quand quelqu'un n'arrive pas à déléguer son travail, il peut se dire je devrais apprendre à faire confiance. Peut-être, ça marche. Mais probablement, cette personne, si c'est un homme qui n'arrive pas à déléguer, peut-être que le contrôle est synonyme de l'échec. Si j'arrive pas à contrôler, je vais vivre l'échec. Et si c'est l'échec, c'est moi qui suis raté. Donc finalement, il pourrait lâcher prise sur l'idée qu'il n'a pas de valeur s'il échoue. Et dans ce cas-là, il n'a même plus besoin de s'occuper de cette histoire de déléguer ou pas déléguer. Le contrôle retombe. Vous voyez ce que je veux dire, non seulement je vois ce que je veux dire, je vois ce que vous voulez dire, mais en plus de ça, comme par hasard, en me regardant, vous prenez cet exemple. Ah il n'y a pas de hasard. Comme par hasard. Voilà. Pourquoi vous vous sentez concerné? Oui. Ce besoin obsédant du contrôle dénote de quelque chose. Je ne suis pas pour le coup dans le lâcher-prise. Je dirais même que le contrôle, c'est le moyen au service de quelque chose où il y a un besoin fondamental qui n'est pas satisfait. Ça aussi, c'est une éducation, c'est d'apprendre c'est quoi le besoin que je cherche à satisfaire. Si je pouvais par moi-même satisfaire ce besoin, et aussi grâce au lâcher-prise, j'aurais peut-être moins besoin de contrôler. Mais le contrôle dans l'absolu, il peut être bénéfique. Si je sors de la maison et que je vérifie si j'ai mes clés, mon portefeuille, je contrôle. Quand je suis face à un enfant et je m'apprête à lui crier dessus et je prends sur moi et je me contrôle, ça peut être positif. Mais il y a des contrôles qui sont excessifs et qui ne nous font pas du bien. Et obsédants. Et obsédants. Oui, exactement. Je vais consulter, Olga. Je vais venir vous voir, je vais consulter. Il y a besoin. Donc, ça, c'était évidemment quelques petites touches, et on va en étudier quelques-unes dans le dernier ouvrage d'Olga Alexandrova, qui est avec nous aujourd'hui, avec des exercices, avec des protocoles, je vous le disais, pour prendre soin d'abord de nos émotions. Alors, un mot sur les émotions. Les émotions... on entend là aussi plein de choses sur les émotions. Certains nous disent il faut apprendre à gérer ses émotions. D'autres nous disent ah non, on n'apprend pas à gérer ses émotions. Les émotions nous traversent, elles viennent, on les accueille et voilà, et on les laisse passer. D'autres vont dire oh, mais ça c'est un exercice que moi je n'arrive pas à mettre en place. Vous voyez qu'au travers d'une thématique comme les émotions que vous évoquez, c'est extrêmement compliqué parfois pour être dans du concret et dans de la pratique pure. Les émotions, c'est une réalité physico-psychologique. C'est-à-dire qu'à la fois, elles vont impacter notre psychisme et à la fois, elles vont se matérialiser dans notre corps. On ne peut pas imaginer que la tristesse ne touche pas, par exemple, la poitrine, qui ne nous empresse pas ou qui enlève pas l'énergie dans le corps. Donc, quand les personnes disent, par exemple, apprendre à gérer les émotions, j'entends que ce qu'elles veulent dire par là, c'est qu'elles veulent aller mieux à la fin. Celles qui disent il ne faut pas libérer ses émotions, elles veulent toutes aller mieux à la fin. Reste à savoir par quel biais on procède. Donc, je pense que ça dépend des écoles et des principes sur lesquels se base chaque école. Quelqu'un qui va être plutôt du côté du mental, il accorderait peut-être moins d'attention aux émotions. Pour moi, l'émotion, elle a une réalité, c'est de l'énergie dans notre corps. Déjà, il n'y en a pas des émotions positives ou négatives, c'est une erreur de langage dont j'ai parlé dans mon guide. Absolument. Ça veut dire que
moi, je vois les émotions comme agréables ou désagréables. Et désagréable ne veut pas dire négatif. Absolument, parce que dès qu'on colle l'étiquette négatif, on a tendance à dire elles n'ont rien à faire ici, elles me font mal. Moi, je dirais plutôt que les personnes qui parlent des émotions négatives, elles ont déjà créé un conflit avec l'émotion. Si je ressens la tristesse et je ne veux pas la ressentir parce que je l'évalue comme négative, j'ai créé un conflit avec. Je peux la réprimer, la refouler, à la place de la tristesse va apparaître une autre émotion. Donc c'est tout un monde, il est très complexe. D'ailleurs, j'ai oublié la question et je me rappelle même plus s'il y avait une question au départ. Non, la question c'était sur la définition des émotions entre ceux qui sont adeptes de laisser passer une émotion, ceux qui disent que il vaut mieux peut-être faire en sorte de gérer et d'apprivoiser ces émotions. Il y a plusieurs écoles, en tout cas. Moi, je pense que si l'émotion, elle arrive, c'est qu'elle nous parle automatiquement d'un besoin non satisfait. Elle ramène de l'énergie dans notre corps pour qu'on aille vers une action. Dès que la peur arrive, à quelle action elle nous invite? Elle nous invite à partir, nous mettre à l'abri, nous mettre en sécurité. Dès que je me mets en sécurité, la peur s'arrête. Elle a accompli sa mission. Ça veut dire que le besoin de sécurité était sous-jacent. Mais lorsque je ressens la peur et qu'elle ne me met pas en danger ma vie, peut-être que je peux me laisser traverser par cette émotion, c'est d'accepter de la ressentir, comme si j'étais une antenne Wi-Fi qui traverse l'émotion et qui attend son pic et qui redescend. Ça peut prendre quelques secondes. Ça veut dire que si on n'apporte pas un vecteur de freinage à l'émotion, elle arrive et elle sort. Et parmi les émotions, celle qui va durer le plus longtemps, au niveau de la libération, c'est la tristesse. Mais moi, je suis plutôt, pour répondre à la question, adepte de se laisser traverser par l'émotion, c'est-à-dire si elle est déjà là, de l'accueillir sans lui apporter de résistance, sans la juger. Ouais. Elle monte, elle descend. Et derrière, s'occuper du besoin non satisfait et des croyances qui la maintenaient en place. Est-ce qu'il est nécessaire de l'identifier ? C'est mieux. C'est mieux. La nommer, l'identifier, ne pas la confondre avec une autre émotion, c'est mieux. Après, si c'est des émotions simples, elles sont universelles. Peur, joie, tristesse, colère, c'est des choses qu'on comprend. C'est des émotions qui sont mixtes, qu'on va avoir du mal à identifier. Et surtout, lorsque dans une situation, il y a un trop-plein d'émotions. Par exemple, une personne qui se fait licencier, elle peut avoir la colère contre son employeur, à la fois la tristesse d'apparaître devant sa femme qui va lui dire tu ramènes plus l'argent à la maison, t'as plus de travail, la honte devant ses enfants, et ça fait une boule de neige, une boule d'émotion. Et la personne, elle comprend ce qu'elle ressent, elle comprend pas ce qu'elle ressent sur l'instant présent. C'est-à-dire, le mieux, c'est de les compartimenter et d'aller chercher l'émotion centrale à l'instant présent. Tout un programme. Non seulement tout un programme, mais vous pouvez réécouter ce passage pour être sûr de bien avoir assimilé ce que vous dit Olga. Mais en tout cas, dans le livre, c'est toujours très très bien expliqué. Et encore une fois, il y a un côté pratique donc théorique et pratique. Tout à fait. Il y a des méditations, il y a plein de choses à l'intérieur qui permettent des petits exercices pratiques. Vous dites d'ailleurs que ce guide d'approche intégrative, on oscille entre justement la psychologie et la spiritualité. Il y a un pont pour vous entre les deux, et l'un ne va pas sans l'autre ? L'un ne va pas sans l'autre. Premièrement, en Occident, ces deux approches, spirituelles et psychologiques, sont opposées. On a tendance à les voir séparées, et ça vient plus du monde de la psychologie et de l'esprit rationnel. Parce que déjà, Freud, il voyait son approche psychanalytique plutôt proche de la science que de l'introspection subjective. Et quand il a communiqué avec Romain Rolland, qui lui a dit « je viens de connaître la sensation océanique qu'il a nommée l'éveil », Freud lui a répondu quelque chose comme « ne me parlez pas de votre truc ésotérique ». Bon, j'invente, mais c'était le sens de son retour à Romain Rolland. Et l'esprit rationnel, il va refuser la spiritualité parce qu'elle est purement subjective et intuitive. On ne peut pas parler de science, et il faut absolument mettre le mot science entre guillemets dès qu'on parle du subjectif. Les sciences humaines ne supposent pas cette approche scientifique. La science ne tolère pas l'exception. La science, tout doit être reproductible, reproduisible.
Et la psychologie, elle tend à s'aligner avec la science. Encore aujourd'hui, vous pensez? Encore aujourd'hui, mais pas partout. En tout cas, quand vous suivez un cursus universitaire au niveau de la psycho, on ne va pas vous parler de la dimension énergétique et spirituelle. Bien sûr. C'est pas le cas. C'est ce que je dis toujours, c'est pas sur les bancs de la fac qu'on risque de vous apprendre ça, c'est sûr. Maintenant, regardez, l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que la psychologie, elle s'intéresse au moi. Elle nous apprend à vivre dans les limites de l'ego pour ne pas en devenir esclave. Et elle nous apprend très bien à vivre confortablement dans les limites de la conscience individuelle, ce que j'appelle le moi. La spiritualité, elle va aller vers les dimensions plus larges. C'est un appel d'aller au-delà des besoins de l'ego. Donc, si la psychologie me permet vraiment de vivre très bien dans les limites de ma conscience individuelle, la spiritualité m'invite à l'élargir. Pourquoi l'un ne va pas sans l'autre? Imaginons que... dans quoi va nous enfermer la psychologie à l'extrême? Dans le rationnel, la froideur analytique, voir son corps comme une machine qui peut peut-être être plus forte que moi, qui peut être blessée, alors que la spiritualité, elle va plus nous inviter à accélérer les transformations psychologiques. Je suis en train de penser par exemple à la peur de la mort. Pour une personne qui adhère à l'idée qu'elle est un être énergétique incarné dans un corps et qui traverse cette incarnation dans la matière, c'est plus simple. C'est plus simple. Une personne qui va voir un psychothérapeute pour dépasser la peur de la mort, ça fonctionne, ça marche très bien. Ça peut être un peu long et de toute façon, on a un peu une résignation face à la finitude de l'existence par l'apport de la psychologie. Maintenant, si on rajoute la dimension spirituelle, la personne, elle lâche prise sur la peur de la mort beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'elle va sauter sans parachute ou traverser une autoroute à pied. Ça veut dire qu'elle va être beaucoup plus en paix chaque jour. Sereine. Sereine au quotidien. Mais disons que si on appuie uniquement sur le parcours psychologique, on peut s'enfermer dans un peu une froideur analytique. Oui, allez-y. Si on va uniquement dans l'approche spirituelle, on a un risque de rentrer dans ce que j'appelle le bypassing spirituel, le contournement spirituel, lorsque ça devient une échappatoire à la souffrance et à la réalité de notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont choisir la spiritualité comme un entraînement au déni de ce qui est pénible. Oui. Et elles n'iront pas rencontrer leurs blessures, elles n'iront pas, je sais pas, on peut méditer, ouvrir les yeux et de se dire tiens j'ai une facture devant mes yeux, je repars avec les papillons dans l'autre sens. La psychologie nous dit bah si il y a quand même la matière, on peut souffrir, enfin c'est pas exclu il y a des choses qui peuvent nous affecter. Donc pour moi il y a ce pont qui aide à accélérer les transformations lorsque la personne, elle s'intéresse à la fois à sa conscience individuelle et au moi, et à la fois, elle cherche un appel à quelque chose de plus large. Est-ce que c'est pas une volonté de votre part aussi d'unifier ou peut-être d'apaiser certaines tensions qu'il peut y avoir entre ceux qui se rangent plus du côté du scientifique et ceux qui sont plutôt dans cette spiritualité, voire parfois une spiritualité plus qui dérange véritablement ceux qui sont ceux qui bah oui, Freud et Bouddha auraient pu se rencontrer. Et oui. On a l'impression que c'est pas possible et pourtant cette rencontre aurait pu avoir lieu. Oui. Et ils auraient beaucoup de choses à apprendre l'un à l'autre. Pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Ouais. Simplement, l'esprit rationnel, dès qu'il entend le mot spiritualité, il englobe tout et n'importe quoi. Les apparitions de la Vierge, les gris-gris chamaniques, les danses avec les tambours, les voix qui parlent, le voyage avec les guides, je ne sais où. Donc, pour l'esprit rationnel, ça lui fait rigoler. Et quoi. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Déjà, si on regarde la physique quantique, qui est quand même une approche strictement scientifique. Je répète, c'est une approche strictement scientifique, parce qu'il y a encore des gens qui se baladent et qui disent la physique quantique, c'est de l'ésotérisme. C'est une science. Parce que le mot quantique a été récupéré aussi par une dimension spirituelle, voire ésotérique. Bien sûr, et pourtant, la physique quantique, elle nous a déjà démontré que l'énergie et la matière sont liées. La matière, c'est l'énergie qui a ralenti sa vibration jusqu'à se rassembler dans quelque chose de solide.
Et à l'échelle subatomique, on sait que les particules qui composent la matière, les électrons, les neutrons et les protons, ce ne sont pas des entités solides, mais des ondes de probabilité. Ce qui renvoie à la mécanique quantique de l'onde, corpuscule, etc. Mais dit plus simplement, la physique quantique a donné la preuve que l'énergie se structure autour des particules qui se rassemblent à un atome et qui forment la matière. Donc c'est aussi elle qui va réconcilier le monde psychologique et spirituel. Maintenant, si un rationnel lit mon livre, il y trouvera son compte. Exactement. Mais justement, est-ce que vous avez hésité avant de intituler votre livre au travers de ces deux mots, psycho-spirituel? Non, j'ai pas hésité. À l'origine, je voulais donner un autre nom à mon livre que je vais pas citer ici, mais mon éditeur m'a dit ça passe pas. Okay. Donc il m'a bien accompagné et je le remercie parce que le premier titre, il était très joli, mais il n'était pas assez percutant pour le grand public que psycho-spirituel. Donc non, je n'ai pas hésité un seul instant de poser ce titre. Est-ce qu'on vous a fait des retours sur justement dire, mais attendez, on ne peut pas parler de psychologie, en y mettant une dimension spirituelle? Certains sont venus jusqu'à dire ça? Non. Pour l'instant, non. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Bon, alors c'est très bien. Alors vous dites, dans l'objectif de ce livre, évidemment, c'est nous inviter à redécouvrir et à rétablir un lien avec les états d'être harmonieux qui ont toujours fait partie de nous, mais que nous percevons à tort comme étant séparés de nous dans notre esprit. Tout à fait. Heureusement que vous me dites pas le contraire, parce que c'est vous qui l'avez écrit, donc je me dis, bon. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous voulez que je parte vous pouvez développer. Les états d'être harmonieux, comme l'état de complétude, l'état de paix intérieure, d'amour, etc., ils sont déjà présents en nous partout et tout le temps. Mais on se croit à tort être séparé de ces états. Je vais vous montrer quelque chose. Si je suis dépendante affective et qu'il y a quelqu'un dont j'attends l'amour, j'attends que cette personne se présente avec un bouquet de fleurs que mes yeux vont voir, mes oreilles vont entendre un « je t'aime » et là, je pourrai enfin me sentir complète. Mais avant même que mes yeux voient ce bouquet de fleurs ou mes oreilles entendent un « je t'aime », je sais déjà comment ça se ressent. Je peux me poser une question. Si là, maintenant, tout de suite, j'étais déjà pleine et complète, comment cela se sentirait dans mon corps? Je ramène au corps et à l'intériorité, enfin c'est vraiment cette dimension corporelle, comment cela se ressent. Dans le livre, dans la deuxième partie, vous avez les 5 clés fondamentales, activatrices de ces déblocages, de cette harmonie intérieure, dont la clé l'imaginaire créateur. C'est-à-dire la phrase conditionnelle « et si » ou « comme si », pour notre cerveau, elle va agir de la même manière que si c'était déjà produit. Par exemple, si là, maintenant, tout de suite, j'avais déjà confiance en moi, comment ça se sentirait? Il se passe quelque chose à l'intérieur, ça veut dire que ces états d'être sont innés en nous, on les a jamais perdus. Mais on croit à tort qu'il faut remplir une condition extérieure, avoir quelqu'un qui m'aime, acheter une énième formation en développement personnel pour me sentir enfin légitime. Mais je sais très bien comment ça va se sentir dans mon corps légitime. Sauf que la formation ne suffit pas. Il faut encore une autre. Mais j'ai cet état d'être inné en moi. Donc je démontre au fur et à mesure des pages comment se connecter à ces états d'être, ou plutôt comment les redécouvrir et retrouver. On les a jamais perdus. Voilà. Et ça, c'est quand même, c'est une notion qui est extrêmement intéressante et qui demande, alors ça c'est le côté explication donc théorique, qui demande de la pratique. Oui. Toujours. Je conçois pas un livre s'il n'y a pas de la pratique dedans. Enfin, si, je conçois un livre, bien sûr, dans la lecture et la compréhension, mais lorsque je rentre dans un rayon de développement personnel, quand je regarde un livre, ce que je cherche, c'est est-ce qu'il y a de la pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de juste lire les pages, avoir des super belles prises de conscience, mais s'il y a quelque chose qui va me permettre d'aller plus loin. Et moi, ça a été ma frustration quand j'ai démarré ma thérapie personnelle. Je fermais les portes.
Et je me disais, et maintenant, avant la deuxième séance, je fais quoi? Et oui, c'est ça. Est-ce qu'on me donne un exercice à faire ou quelque chose où vraiment j'ai envie d'aller en contact avec mon corps? Je sais pas comment elle marche, cette machine. Elle a l'air d'être très intelligente. Mais je sais pas comment elle marche. Et j'aimerais bien qu'on me donne des outils que je vais adapter, hein, parce que c'est pas des protocoles froids qu'on suit à la lettre. Il y a aussi une dimension du freestyle. Je l'adapte. Mais c'est mon besoin personnel d'allier la théorie et la pratique. C'est complémentaire. Vous avez mis dans ce livre tout ce qui vous a manqué? Oui. Tout ce qui m'a manqué et tout ce que je voudrais que les personnes qui viennent me voir en consultation puissent pratiquer à la maison. Parce qu'au bout de 5000 consultations individuelles, j'ai pas dit 5000 personnes, 5000 consultations individuelles, quand on répète la même chose, on redonne les mêmes exercices, à un moment donné, on se dit on va simplifier les choses, on va le mettre dans un livre. C'est sûr. Donc c'était l'idée d'abord d'adresser ce livre à moi-même, aux personnes que j'accompagne, et à toutes les personnes qui s'intéressent à ces deux univers psychologiques et spirituels. Alors, ce qui est très intéressant, je prends par exemple dans la 3e partie, il y a 4 parties dans votre livre. Dans la 3e partie, vous parlez évidemment du protocole. Ce sont des protocoles que vous mettez en place. Oui. Les protocoles d'identification, alors c'est l'identification de ses besoins, l'identification pour s'écouter, en tout cas écouter la sagesse de son corps, c'est ce que vous dites, les protocoles pour transcender les opposés, etc., etc. Quand on voit ça, déjà, on se dit « waouh !» Ça va être ce qu'on appelle, nous, un jus de cerveau. Sauf qu'il y a le côté pratique qui arrive derrière et qui permet de mettre en application ce que vous préconisez. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Merci. Parce que c'est très très important parce qu'on revient à ce qu'on disait notamment sur le lâcher-prise. Tout le monde a sa définition du lâcher-prise. Tout le monde a sa définition de la mise en pratique du lâcher-prise. Et tout le monde y va de sa petite théorie. Bon. Et tout le monde a raison quelque part. Et tout le monde a raison quelque part parce que ça résonne chez la personne qui vous parle et qui vous l'explique. Donc je trouve évidemment que c'est très intéressant. Et puis la deuxième chose aussi, que je reproche souvent dans tous ceux que l'on reçoit, les thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres, c'est la pédagogie. Le manque de pédagogie. Vous expliquez bien les choses et de manière assez simple. Je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est un de mes points forts. Je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises de la part des personnes qui viennent. Pour moi, c'est important et je dirais que c'était un de mes besoins de comprendre d'abord et que ça soit dans un langage accessible. Je prends souvent le parallèle avec quand je vais chez un dentiste. J'aime bien qu'il m'explique ce qu'il est en train de faire. Là, ça va faire un petit peu mal, après il y a une petite pause, après on reprend, après il va se passer ça et ça. Donc j'ai déjà une clarté du point de départ et du point d'arrivée. Absolument. Donc pour moi, la personne qui va lire le livre, ça me semble évident de lui transmettre la même chose. La pédagogie. On prend un exemple. Par exemple, quand vous parlez du protocole d'exploration émotionnelle. Ça, c'est intéressant. L'exploration émotionnelle, avec des techniques universelles de libération émotionnelle. Alors, faire le tri, accueillir l'émotion, lâcher prise, respirer, identifier le besoin non satisfait. Oui. Il est costaud celui-là, hein. Il est complexe. Il est complexe, oui. Il est complexe. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait des émotions, et c'est dans votre titre quand vous dites prendre soin de vos émotions, ça revient à ça, la libération et le protocole d'exploration des émotions. C'est ça. Ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on devrait apprendre dès tout petit. Oh oui. Oh oui. Malheureusement, moi, je pense que j'ai fait la même école que vous, mais pas dans le même pays. On m'a pas appris à me comprendre. On m'a pas appris à comment ça fonctionne au niveau émotionnel. On m'a pas expliqué quoi faire si quelqu'un décède, s'il y a une séparation, si je suis licenciée. J'ai pas appris tout ça. Donc il a fallu tomber, se relever et de creuser tous ces sujets en solo. Et c'est dommage, mais le monde est en changement. Les choses bougent, les choses changent au fur et à mesure. Sur les autres protocoles, il y en a un qui m'a aussi touché. C'est lorsque vous parlez du protocole pour entrer en contact, ou en tout cas contacter les abysses du vide émotionnel. Oui. Alors ça, c'est quoi? C'est quand la tristesse nous submerge? C'est les personnes qui disent je ressens le vide, je sens vraiment le vide en moi.
la tristesse, le chagrin et le mot vide, c'est le mot clé en fait. Tous ceux qui écoutent se reconnaîtront dans le ressenti de vide. C'est comme un espace de froideur, anesthésié en nous, où on a envie de rien et surtout on n'a pas envie de le contacter. Parce que si on était à l'intérieur du vide, ça ferait un espace investi par sa conscience. Il serait pas vide du tout à ce moment-là. Et donc le protocole, il explique comment descendre au milieu de ce vide. Pourquoi faire? Parce qu'on n'a pas du tout envie de le faire. On n'est pas bête, on est très intelligent. Je ne veux pas ressentir la souffrance. C'est comme ça que je suis configurée. Je veux me sentir bien. Mais tout ce à quoi on résiste va persister. Et si j'essaye de réprimer beaucoup d'émotions et que je ressens cette sensation de vide en moi, il ne va pas disparaître. Le protocole propose de le recontacter d'une manière saine, écologique et en douceur. Déjà de définir de quel vide il s'agit. Je donne la liste des vides possibles. Et alors, ça, c'est ça qui est très intéressant chez Olga, c'est encore une fois toute cette dimension protocolaire, le protocole pour transcender les opposés, ça je l'ai dit tout à l'heure, le protocole d'écoute de la sagesse de son corps, le protocole d'identification de ses besoins. Vous lirez également harmoniser justement ses émotions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on les a identifiées, comprises, accueillies, traversées, on peut donc les harmoniser. Tout à fait. L'harmonisation, enfin déjà les traverser, ça fait qu'on retrouve la sérénité de départ. Oui. Et après, on peut solidifier cette base avec la consolider avec des protocoles d'ordre spirituel. Hein. Je suis un être énergétique qui fait un petit passage sur Terre et je ne risque rien parce que je suis une fractale d'un grand tout. Et je me souviens que je suis une fractale d'un tout. Je n'ai pas perdu contact avec cette sensation d'unité. Je suis séparée de rien. Donc ça va permettre une harmonisation et surtout un entraînement au quotidien. C'est pas quelque chose que je vois comme une activité que quand on se sent mal. Je parle de la discipline dans mon livre qui n'est pas un bloc de règles strictes, mais plutôt quelque chose qui va m'amener à avoir des habitudes au quotidien agréables, avec des actions, même petites, mais répétées, ne serait-ce que se demander, mais comment je vais, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je vais bien, quelle est ma météo intérieure en ce moment. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Et ce quelqu'un, pour moi, c'est mon enfant intérieur, il ressent les choses plus qu'il ne les analyse. Donc faire cette descente à l'intérieur de soi, dans cet attachement intérieur, ça fait partie de l'hygiène émotionnelle. Enfin, je ne sais pas quel mot lui donner. Et ça, c'est des automatismes que vous avez, vous? Que j'essaye de mettre au mieux en pratique, parce qu'on est bien d'accord, on est des êtres humains, on peut être affecté. Et j'en parle aussi de l'idée que ne pas lutter contre l'idée que le bonheur... il doit être absolument atteint. Non, il y a des fois où on souffre, on va pas bien. Et c'est OK. Et c'est OK. Et si je ne lutte pas contre cet état-là, je ramène déjà plus d'harmonie. Alors qu'il pourrait y avoir du chaos à cet endroit-là. Il y a dans le langage des thérapeutes un mot qui est pas tabou, mais que beaucoup de thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres, ont du mal à utiliser, c'est le mot guérison. Et vous parlez notamment d'accompagner la guérison du corps. Je rajoute guérison intérieure. J'aime bien les coller ensemble, guérison intérieure. Pour pas qu'on fasse un amalgame. Effectivement, ce mot guérison, il est sujet à plein de discussions. C'est comme quantique, c'est pareil. Voilà, c'est comme quantique. On l'utilise un peu à tort et à travers, enfin dans tous les sens, pour essayer. Quand on n'arrive pas à définir ou expliquer quelque chose, on va utiliser des mots comme ça en disant voilà, allez. Donc vous parlez de l'accompagner la guérison du corps, c'est-à-dire d'abord vous dites changer sa perception de la maladie. Alors ça, comment changer sa perception de la maladie? J'entends que c'est difficile, mais c'est pas infaisable. Bien sûr. C'est pas infaisable. Notre corps, en permanence, a des symptômes divers et variés. À partir du moment où vous rentrez dans un sauna infrarouge, au bout de 20 minutes, vous allez transpirer. C'est un symptôme, c'est pas une maladie.
Si vous allez à la montagne que vous faites des analyses de sang, vous allez vous apercevoir que vous avez les globules rouges qui ont augmenté. Ce n'est pas une maladie. Par contre, en l'absence d'un facteur extérieur qui pourrait expliquer ce qui m'arrive, ça s'appelle une maladie, dans certains cas. Si je transpire excessivement alors qu'il n'y a pas de chaleur, je peux me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une polyglobulie alors que je ne suis pas à la montagne, c'est la même chose que d'avoir beaucoup de globules rouges dans le corps, ça s'appelle une maladie. Et la maladie dans l'inconscient collectif, elle est tout de suite synonyme de c'est grave, voire ça peut finir très très mal. Et si notre corps, avec son inconscient biologique, j'entends bien biologique et pas rationnel là-haut, parce que pour mon côté analytique, la maladie n'a aucun sens. Alors que c'est un équilibre temporaire qui est censé rester temporaire par rapport aux données optimales de la santé. Donc ça veut dire que notre organisme essaye de réguler quelque chose à travers le symptôme. Et si on voit le symptôme comme une solution parfaite à un problème d'ordre émotionnel, on peut changer cette optique-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas voir le médecin. Nous, les psychobiothérapeutes, on n'incite jamais nos patients à interrompre les traitements médicaux. On ne se substitue pas à un avis médical. Jamais. Mais la médecine et nous, on fait deux choses différentes. La médecine, elle va s'occuper de la biochimie. Nous, on s'occupe de qu'est-ce qui a pu émotionnellement générer tout le déséquilibre qu'on appelle la maladie. Et pour ça, on va se servir de ce qu'on appelle un outil du décodage biologique, le code biologique. Chaque organe, chaque tissu a sa fonction. Et c'est universel dans le monde entier, parce que tout le monde a des bras, des jambes, des poumons à l'autre bout de la planète. Si chaque organe a une fonction, des fois il y a des organes qui ont plusieurs fonctions, on peut faire une hypothèse, qu'est-ce que cet organe essaye de prendre en charge, le plan là-haut. Par exemple, la glande mammaire chez une femme, à quoi elle sert? Elle sert à nourrir un bébé, à le protéger entre sa naissance et à peu près l'âge où il devient plus ou moins autonome. Donc ça veut dire que si sur la glande mammaire arrive un symptôme comme un cancer ou un nodule ou autre, on va se poser la question, on va faire une hypothèse grâce au code biologique. Est-ce que cette personne n'est pas un peu trop inquiète pour quelqu'un qu'elle essaye de surprotéger et nourrir? Et elle fabrique un super saint qui essaye de protéger son bébé ou celui qui est assimilé à son bébé. Souvent, les personnes qui arrivent en séance, juste avant l'apparition du symptôme et la maladie, quand on fait cette supposition, grâce au code biologique, du conflit possible, ça leur parle. Et ça permet, bien sûr, de faciliter ce changement dans la perception de la maladie. Et si notre corps n'était pas là pour nous tuer, mais nous délivrer un message, lequel? On ne le prend pas du ciel, le message. Dans le décodage, on va vraiment s'appuyer sur quelque chose qui a une logique, et une logique biologique. C'est tellement intéressant. Mais c'est passionnant d'abord de vous écouter, de vous lire et de voir de quelle manière il y a cette approche psycho-spirituelle, encore une fois. Et les deux mots sont... On aurait pu d'ailleurs... je me demande si on aurait pu en faire qu'un. Qu'un quoi? Un mot. Psycho-spirituel. Oui, mais après... il aurait fallu l'accrocher à quelque chose. C'est moi, de temps en temps, j'ai des délires comme ça. Voilà. J'ai plus voulu vraiment, en fait, chaque mot sur le titre, guide, boussole qui oriente, santé, on voit bien qu'on parle de quelque chose d'une approche intégrative. Psycho, ça renvoie au monde du mental et émotionnel. Spirituel, ça renvoie au monde qui dépasse les besoins de notre conscience individuelle. Alors, une fois qu'on lit Olga, qu'on met en application, évidemment, il y a des autres protocoles qui sont très intéressants parce qu'on entend aussi ça régulièrement. On se dit, voilà, je vais faire des exercices pour me recentrer, pour essayer d'être aligné avec l'être que je suis. Alors, vous avez mis en place le protocole de recentrage intérieur. Oui. Voilà. Et là, vous avez mis en place, alors il y a les étapes, alors moi j'avais noté ça, activer les programmes d'auto-régénération du corps.
Alors, vous en êtes où là? Parce que moi, le livre, il est épais. Il est très épais. Non, on est dans le chapitre 4. Oui. Dans le chapitre 4, où vous avez le protocole de recentrage intérieur, le protocole de régénération du corps, le protocole de confection de votre placebo de guérison, etc., etc. Donc, on est dans la partie liée à la biologie, au corps, pas dans l'émotionnel. Exactement. Non, pas dans l'émotionnel, absolument. Et là, donc, ce protocole de recentrage intérieur. En 2 mots, l'explication pour travailler ce recentrage intérieur. Est-ce qu'on parle bien du protocole où on se voit avec notre double? Oui. C'est celui-là. Oui. Alors, la visualisation est un outil très puissant pour aider notre corps à se rééquilibrer. De manière plus simple, parce que le protocole, il est assez costaud. Si je commence à le développer, je pense que je vais partir sur un peu pour 2 heures. Absolument. Si je ferme les yeux et que je visualise mon double lumineux en pleine santé, moi je suis ici, je le vois à distance, mais vraiment dans la santé parfaite, sur tous les plans, pas juste physique. Il va bien émotionnellement, il va bien psychologiquement, il est relié à quelque chose qui le dépasse et il est en super forme. Et que je commence vraiment à ressentir avant de me fusionner et de me connecter avec ce double. Je vais le sentir dans mon corps à un moment donné. C'est-à-dire que je vais laisser à mon corps la possibilité de se rééquilibrer aux données optimales de la santé. Et se rééquilibrer sur ces données optimales de la santé holistique. J'ai pas dit juste au niveau des cellules. Ce qui implique aussi être en paix avec la maladie. Très important. Eh oui. Parce que quand on fait ce genre de visualisation, qu'est-ce qu'on veut pas? On veut surtout pas être malade. Alors que ce double quantique et énergétique, il est en paix aussi avec toutes les fluctuations de son corps, les va-et-vient. Voilà. Vraiment pratiquer. Alors, je ne sais pas quel rapport vous avez avec les chats. Oh ouais. Mais sur les réseaux sociaux, est-ce que la pédagogie et le message que vous avez envie de faire passer est plus simple quand on le fait avec les chats? Oui. Oh mon Dieu. En plus, vous avez choisi... Oh là là, mais ils vont être super contents à voir ça. Si vous saviez, les deux petits chats qui sont à gauche et à droite, c'est la personne c'est une de mes fans. C'est eux, Marcelin et Grisou? Non, c'est pas eux, Marcelin et Grisou. Marcelin et Grisou, ce sont 2 chats de rue qui habitent dans la Creuse. Okay. Et en Creuse, j'ai ma maison de campagne où je les ai un peu retrouvés, récupérés, construit des petites cabanes. Je m'occupe d'eux, mais pour revenir à la question, parce que là aussi, il y en a pour des heures, j'ai un amour inconditionnel des animaux et particulièrement des chats. Je sens qu'il y a une vibration d'âme commune, on va dire. Okay. Et il y a quelques mois, j'ai trouvé l'idée de passer des messages d'ordre psychologique et spirituel à travers les vidéos où on fait une visio avec les chats. Ouais. C'est les chats qui viennent, ils ont un problème et on communique pour les amener à une prise de conscience, à un équilibre, etc. Et pourquoi ça marche? Parce que ça va allier le côté mimimi, c'est très sympa pour la personne qui regarde, et le message passe mieux. Je m'adresse pas à la personne en lui disant, voilà, la blessure d'abandon, ceci, cela. On parle d'un chat qui vient consulter. Ça accroche l'attention et au même moment, ça passe les messages. Et vous savez que les plus gros scores d'audience sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos de chats. Oui, bah oui. Alors je me suis dit, tiens, bonne stratégie, les gars, bonne stratégie. Donc vous faites parler les chats. Ça a été un succès parce que la première vidéo que j'ai faite, je me suis inspirée de quelqu'un. C'est pas une idée qui est venue comme ça. Je me suis inspirée de quelqu'un. Et en fait, c'est une vidéo qui a eu des millions de vues. Donc là, je n'ai rien compris. Et je me dis, mais ça marche, le message passe. Moi, j'aime rire, j'adore les animaux et je veux passer des messages. Alors, c'était vraiment le combo, mais c'était gagnant, quoi. Et les animaux, oui, il y a plein de lecteurs qui m'envoient des photos de mon livre avec l'animal. C'est incroyable. Et puis, ils ont tous des expressions. Ça porte dans mon cœur. Les animaux, ouais, c'est un sujet à part. Si vous voulez me réinviter, je vais... Il est là, l'amour inconditionnel. Hein. Oui, aussi. Je crois, aussi. Et vous êtes plus sensible aux chats qu'aux chiens? Oui, ça me touche, ça m'émeut rien que de les voir. Oui, j'adore. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous et de ce dernier ouvrage?
que vous publiez encore une fois au Courrier du Livre, je rappelle. La santé, l'harmonie globale passe par une approche holistique. Le lâcher-prise en est la clé essentielle. Et la souffrance n'est pas là pour nous diminuer, mais c'est un catalyseur de transformation. J'aurais aimé développer plus le lâcher-prise parce que c'est ma touche personnelle avec certains protocoles. Enfin, peu importe, vous avez évoqué des sujets tellement intéressants. Mais voilà, ce serait ça le message que je pourrais adresser. Libérer les charges mentales, harmoniser vos émotions, apprendre effectivement à lâcher prise, accompagner la régénération du corps, élever votre niveau vibratoire, renouer avec votre enfant intérieur, nettoyer les mémoires du passé. Juste un mot sur l'enfant intérieur. J'ai des personnes qui sont extrêmement populaires, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et qui me disent « Comment peut-on parler d'enfant intérieur ? Ça n'existe pas, c'est du bullshit l'enfant intérieur. » Ok, enlevez les mots enfant intérieur. Est-ce que vous avez en vous quelque chose qui ressent? Le monde émotionnel, qui n'analyse pas mais qui ressent. À partir du moment où la personne dit oui, nommez-le nommez-le comme vous voulez. Pour moi, c'est une des plus belles parties de notre âme. C'est l'ambassadeur de notre âme. C'est aussi toutes nos aspirations, tous nos rêves, tous nos talents subtils. Mais au plus basique, c'est le monde émotionnel qu'on a avec nous. Il y a le monde rationnel et le monde émotionnel. Mais après, chacun... il faut que chacun puisse y trouver son compte. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça, d'où l'intelligence de parler de psychospiritualité, parce que dans les deux camps, si je puis dire, chacun se retrouve. Et chacun a sa propre analyse. Si vous deviez en choisir un... Deux. De ces deux. Vous avez vu qu'il y a un tiret en milieu. Et je sais bien. Spirituel. Spirituel ? Oui. Mais c'est très compliqué ce que vous me demandez. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment... oui. Oui, mais je dirais que le spirituel peut amener aussi au psychologique. Et inversement. Bref, j'ai pas la réponse. Vous mettez en place des choses, je veux dire, vous avez des petits rituels dans votre vie? Oui. Vous faites quoi, par exemple? Je vais vous parler de l'outil le plus basique. C'est ma méditation quotidienne. Oui. Alors, moi, je ne médite pas beaucoup, ce qui est un paradoxe, parce que je suis créatrice de plein de méditations en ligne. Ma seule méditation, c'est de vérifier le plus souvent possible où j'en suis dans mon ressenti. Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il n'y a pas une zone qui est en train de trembler, tendue, etc. Donc ma méditation, c'est d'être le plus en contact avec mon corps. Ça, c'est ce qui est présent en permanence. C'est un acquis que je souhaite à tout le monde de développer. De vraiment capter, il se passe quoi dans mon corps? Est-ce que il y a du stress quelque part ou est-ce qu'il y a plutôt une expansion, un élargissement? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai soif? On n'a pas toujours ces signaux-là. Donc c'est vraiment la maternelle du contact avec le corps. Il y a ça et puis j'ai mes alignements où je peux poser la main sur le cœur plusieurs fois par jour et de sentir que même si je suis traversée par tout un tas d'émotions, de choses, de préoccupations, il y a un espace intact et immuable. La main sur le cœur permet d'y aller très vite. Et après, j'en ai d'autres, mais c'est les deux les plus récurrents. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut ne rien ressentir? Quand on ne ressent rien, on ressent quelque chose. J'adore quand les personnes viennent en séance et qui disent « je ne ressens rien ». Et je leur pose la question « et quand tu ne ressens rien, comment tu ressens que tu ne ressens rien ?» Comment tu sais que tu ne ressens rien? Sur quoi tu te bases? C'est quoi comme ressenti? Et là, il va y avoir tout un tas de choses. C'est anesthésié, c'est froid, etc. Donc la personne ressent quand même. Elle peut être bloquée. Elle peut ne pas vouloir aller vers le corps parce qu'il y a une vie là-dedans. Et elle peut le mettre un peu sous verrou. Mais elle ressent quand même quand elle ne ressent rien. Le tout, c'est d'avoir une approche, je dirais, intelligente pour poser les questions pertinentes. Comment ça se ressent de ne rien ressentir? Vous avez 2 heures. Olga Alexandrova, le guide de la santé psycho-spirituelle chez Le Courrier du Livre, avec tous les exercices, les protocoles. Évidemment, vous allez, puis même si vous tapez Olga Alexandrova sur Internet, vous allez tomber sur les chats, évidemment, entre autres. Ils vont bien?
Ils vont très bien, oui. Ils vont très bien. Vous en avez 2? Grisou et Marcelin vont bien. Bon. Tout va bien. Ça va, super, formidable. Je vous remercie infiniment. Merci pour cette invitation. C'était passionnant de vous entendre. Et je pense que c'est un livre qu'il faut lire, laisser, relire, laisser et reprendre. Oui, tout à fait. Je vous remercie parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai échangé avec une amie hier. C'est un livre qui va se reposer sur l'étagère et revenir. Oui. Et il faut laisser le temps. Il y a des fois plusieurs lectures, plusieurs fois à relire le même passage, ça va vous apporter des nouvelles compréhensions. Exactement. Et où on se dit, la plupart du temps, on se dit « Ah mais tiens, je n'avais pas vu les choses de cette manière-là ». Donc il faut laisser cheminer un peu une fois qu'on a lu une première fois. Merci beaucoup Olga. Vous ne jouez pas aux échecs? Non, je ne joue pas aux échecs. Parce que celle que je vous ai présentée, elle joue aux échecs. Hein. Toutes les semaines, j'ai droit à ça. Bon, pardon, j'aurais pas dû. Elle doit entendre parler de moi aussi. Oui, il y a de fortes chances, exactement. Merci infiniment en tout cas. Merci. Prenez soin de vous et vous qui nous regardez, merci de votre fidélité. Vous commentez évidemment avec bienveillance comme toujours. On va mettre tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec Olga et poser toutes vos questions dans les commentaires parce que je sais que ça va l'être énormément commenté. À très bientôt, on se retrouve pour une prochaine rencontre. Salut.